Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors, on a pas mal de choses à dire cette semaine évidemment, puisque éventuellement on commence un petit peu à lâcher. On avait quand même bien senti depuis quelques jours, mais on va dire que la Fed a mis le coup de grâce, mais pour moi le coup de grâce il était déjà depuis la semaine dernière avec le CPI. On n'a fait que faire de la baisse lente, jusqu'à ce que le sentiment de marché fasse que personne veuille acheter, et donc on commence à trouer les carnets. Ça, c'est un petit peu la capitulation, même si pour moi, elle est pas complète, donc c'est pas quelque chose où je me lancerai. Je fais la vidéo avant la clôture, on n'a pas clôturé encore, il reste encore à peu près 1 heure de cotation. Tout simplement parce que j'ai fait quelques achats et que j'aimerais m'éviter d'en faire plus, donc ça me permet de me mettre un petit peu les mains sous les fesses en me sortant un petit peu la tête du guidon. Donc l'idée là c'est toujours la même évidemment. Bien entendu il y a plein d'actions qui reviennent sur des niveaux intéressants, blablabla, mais la problématique c'est toujours la même, c'est aux tailles de position. Donc faites attention, on peut toujours tenter des choses. Je dirais que pour la majorité des gens, il n'y a rien à tenter, hein. C'est baissier, on est en train de revenir sur des zones de soutien, mais il n'y a pas non plus mort d'acheteurs qui sont prêts à l'acheter. Bref, on a cassé quand même un petit peu, on en avait déjà parlé, mais on a cassé l'ambiance déjà depuis le CPI. Et donc il n'y a pas grand monde qui veut acheter. En plus, bon, éventuellement, on pourrait choper du 2 ans américain à 4% actuellement, sans risque, hein. C'est le gouvernement américain, il ne va pas faire faillite, le dollar est super fort, donc bien entendu voilà, ça fait se poser pas mal de questions. Toujours est-il que ce qui se passe actuellement, donc pour moi, c'est le test de cette zone des 5750, etc. Alors ça va faire 3 fois maintenant qu'on la teste. Elle devrait tenir une nouvelle fois, je pense qu'on peut aller chercher peut-être jusqu'à 5730, hein, dans cette zone-là. Et on devrait pouvoir nourrir un rebond, mais du rebond technique sous les 6000 points, là, ça va rester très, très compliqué. Et surtout, il faut faire attention, hein, sous ces 5750, 5730, on n'est pas à l'abri d'accélérer encore. Bien, on peut toujours avoir des niveaux plus bas, hein, mais savoir exactement où on va s'arrêter, bon, on n'est pas devin. Il faut savoir que quand même, la montée du Covid, on l'a faite avec énormément de gaps. On avait laissé pas mal un gruyère derrière nous, donc si le marché veut vraiment capituler, parce que éventuellement il y a un signe noir qui sort du placard, etc., bon ben oui, il faut le prendre en considération dans vos positions. Donc l'idée, là, voilà, c'est de se dire, soit on fait rien parce qu'on attend un signal sur cassure de résistance, donc c'est-à-dire il va falloir laisser le temps que le couteau se plante, qu'on construise quelque chose, puis qu'on en sorte par le haut, donc vous avez le temps. Soit on veut faire quelque chose, il faut faire des achats graduels par niveau en 2 ou 3 fois, mais dans tous les cas, pour moi, soit on est en mode, et pour moi on reste en mode trading actif, c'est-à-dire qu'on achète, on essaye de gratter quelques pourcents, ça ne fonctionne pas, on sort. Le but du jeu, c'est d'essayer de sauvegarder le capital en premier lieu, donc soit en ne faisant rien, soit en faisant des trades, mais en mettant des stops dans le dur si on n'est pas capable mentalement de pouvoir couper rapidement, parce que ça peut aller très vite. Et surtout, je serais tenté de dire, en gardant des tailles de position raisonnables. Il n'y a rien de pire en ce moment, et c'est le pire qui puisse vous arriver, parce que c'est ça qui peut déglinguer une performance, que d'accumuler vos positions au fur et à mesure de la baisse jusqu'à vous retrouver avec des lignes qui font 30% de votre portefeuille, 20 ou 30% du portefeuille, voire plus pour certains. Là, c'est très dangereux parce qu'on ne sait pas où est le point bas. Alors, on peut toujours trouver une oblique, un support, un truc, un machin pour espérer, bien entendu. Mais je veux dire, si le marché a envie de dégueuler, pour celles et ceux qui étaient là avant le Covid, hein, bon, le Covid est un cas à part, mais je veux dire, on a eu un marché baissier et une capitulation forte la dernière fois que la Fed avait monté les taux, c'était fin 2018, et sur le mois de décembre, ça avait purgé sec, et surtout sur les petites capes. Et donc là, si vous êtes dans un engrenage à accumuler vos positions, il n'y a rien de pire globalement, hein. Je veux dire,
Tant pis si vous loupez le rebond, hein, c'est pas grave. Tant pis si vous loupez le point bas, vous loupez le rebond. À la limite, voilà, il vaut mieux louper le rebond, le premier rebond, attendre que ça consolide, que ça tienne les supports, et vous avez des repères. Vous avez des repères pour prendre vos positions. Donc là, à titre personnel, moi je prends quelques petites positions parce que je suis en mode trading, etc. Mais voilà, j'essaye de ne pas dépasser actuellement sur certaines positions. Alors j'ai d'autres positions comme Ubisoft que j'aimerais plutôt jouer sur du moyen terme. Mais c'est du contre-tendance, donc c'est des tendances baissières, c'est baissier, ça capitule également. On a lancé pas mal de capitulations sur toutes ces valeurs baissières hier, hein, dès jeudi, avec un gap baissier, et derrière, c'est le couteau qui tombe, donc il faut, il faut éviter de faire ce genre d'erreur, et si on les fait, parce que moi je continue à les faire, si on les fait, voilà, il faut au moins les faire avec des plus petites tailles de position. Donc l'idée c'est ça. Je pars du principe que si on est en gain depuis le début de l'année, tenter des rebonds, bah, ça se tente, voilà, comme j'essaye de faire, mais on essaye soit de garder des tailles petites, soit d'avoir des stops en dur qui sont pas très loin des cours pour éviter de rentrer dans des engrenages. Ou sinon, si on est déjà en train d'entamer le capital, ou si le capital est entamé, moi je pars du principe que protection du capital avant tout, surtout si on est en perte, et donc tant pis, vous allez louper peut-être le point bas, mais au moins vous allez éviter d'enfoncer le clou. Donc c'est plus important de laisser le marché nous dire où est le support, rebondir, puis consolider et valider une figure quelque chose un peu plus mature, plutôt que de s'en lancer à l'abordage et avoir quand même un taux de réussite assez bas. Donc ça, voilà, c'est une question de profil. Suivant qui vous êtes, quel profil vous avez, la problématique que j'ai, hein, c'est qu'il y a tout un tas de différentes personnes et profils qui regardent cette vidéo, donc je ne peux faire qu'une généralité et vous donner plusieurs cas. Évidemment, ça va être propre à chacun, mais pour moi, voilà un petit peu les différents cas et la règle. En termes de macro, c'est clair et net, donc les banques centrales augmentent les taux, elles vont continuer de les augmenter, et ce qui est clair et net, c'est que jusqu'à présent, hein, on l'avait vu, il suffisait qu'une stat économique, chômage et compagnie sortent un petit peu moins bonne que prévu, et le marché tout de suite s'excitait un petit peu à la hausse dans l'idée que la Fed allait être en mode proactive et tout de suite faire une pause. Ça ne marche pas comme ça, la Fed n'a jamais été proactive de sa vie, sauf le Covid, c'est je dirais la seule exception, où tout le monde a réagi très rapidement et tout de suite, sans trop de réflexion. Mais sinon, ils sont dans du réactif. Donc là, le marché, ce qu'il comprend, c'est qu'en gros, c'est pas une petite baisse du chômage qui va suffire à faire une pause à la Fed. Il va falloir quand même une dégradation assez nette et assez forte. Donc la problématique, c'est que c'est une nouvelle déception par rapport à cet espoir qu'on avait bâti cet été. Et donc à partir de là, c'est là où la capitulation se met en place, puisque comme on avait pu en parler, les acheteurs de cet été, globalement, ils n'ont pas des convictions très fortes, donc ils désertent assez rapidement. Et en désertant, ils vont augmenter le flux vendeur, et c'est là où vous avez les capitulations, parce qu'en face, il n'y a plus d'acheteurs. Tout le monde la trouille maintenant, et tout le monde se dit que de toute façon, même si les stats qui sortiront en octobre, qui peuvent laisser entrevoir le début d'une dégradation de l'économie US, ça ne sera pas suffisant. Il faudrait vraiment que ça dégrade fort. Et comme on l'a vu, bah, c'est un paquebot, donc ça va virer de bord, mais ça va virer de bord lentement. Donc ça veut dire que la fenêtre de tir pour que la Fed continue de monter les taux, elle est toujours active. Et à partir de ce moment-là, on y aura droit à la pause, mais c'est pas pour tout de suite. Donc la première des pauses, grosso modo, ça sera le jour où Powell nous expliquera qu'il va commencer à moins monter les taux parce qu'il commence à avoir des signes que l'économie commence un petit peu à flancher. Mais ça, voilà, pour moi, ça n'arrivera pas avant les midterms, ça arrivera après les midterms, donc pour la réunion de décembre. Entre-temps, on devrait se retaper un 0,7 certainement sur la réunion de novembre, puisqu'il n'y a pas de réunion en octobre, et on aura des stats en octobre, globalement, et même, je dirais, si les stats du chômage et du CPI ressortent un petit peu mieux que prévu, c'est-à-dire pour le chômage pire que prévu, hein, c'est-à-dire qu'on va espérer des mauvaises nouvelles économiques dorénavant,
Oui, ça peut permettre du rebond sur le marché, mais du rebond technique. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, euh, la Fed a été très très claire depuis Jackson Hole, et c'était pas juste un petit ralentissement écho qui va suffire à la faire changer de cap. À la limite, ça pourra lui faire réduire la hausse des taux, au lieu de faire du 0,75, faire du 0,5, mais on va continuer de monter. Ce qui a fait mal également au marché cette semaine, c'est qu'ils ont augmenté de 0,75% leur objectif de hausse des taux pour 2023. Donc ça, voilà, c'était pas intégré, donc ils sont un peu plus agressifs. Comme d'habitude, hein, je veux dire, donc on sous-estime l'inflation, on réagit tardivement. La Fed fera la même chose, c'est-à-dire que maintenant on surestime l'inflation et on va arrêter d'agir trop tardivement, et le couteau sera déjà planté. N'oublions pas que la hausse de ces taux d'intérêt, premièrement, ça met bien 6 mois à avoir un réel impact sur l'économie. Deuxièmement, ça a un moindre impact puisqu'on continue d'avoir un interventionnisme des États avec des aides qui sont un peu plus localisées maintenant, mais des aides quand même. Donc on appuie sur le frein et l'accélérateur en même temps. Et troisièmement, c'est pas l'augmentation de ces taux-là qui va impacter drastiquement et rapidement l'inflation. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien prendre en compte. On cherche à attaquer la demande, mais voilà, ça va prendre énormément de temps. Et c'est un cercle, il n'y a pas une relation directe entre la hausse des taux et l'inflation, et c'est ça qui est important de bien comprendre, surtout qu'on est dans une inflation qui est avant tout énergétique, même si dorénavant, ce qui fait un peu plus peur, c'est qu'on commence à bien impacter le corps. Donc voilà un petit peu où on en est, et on comprend bien que le marché, bah, il a fini par lâcher un petit peu cette semaine. Mais pour moi, on rejouera à un moment donné la carte du oh mon Dieu, la Fed, après avoir réagi trop tard, va réagir trop et va réagir pendant trop longtemps, et donc va nous pousser dans la récession. Mais ce qu'ils ont bien expliqué, c'est qu'ils s'en foutaient. Alors ils s'en foutront, à mon avis, jusqu'à les mid-term, puis on s'en foutra un petit peu moins, puisque évidemment, pour des élections politiques et compagnie, il faudra là aussi un petit peu sauver l'économie à un moment donné. Mais c'est pas encore le moment, et ça, ils peuvent pas le dire. Vous avez vu en termes, ce qui va énormément m'intéresser, c'est que toutes les banques centrales vont commencer à faire des pertes énormes, puisqu'elles sont tous dans une augmentation des taux et dans du quantitative tightening, c'est-à-dire que toutes les obligations qu'ils ont achetées pendant le Covid à des taux très bas, voire négatifs, ils sont en train de les revendre maintenant en prenant des pertes de moins 20, moins 30% facilement. Et en plus, on est en train de remettre des dépôts payants. Alors c'est bien pour les banques qui peuvent remettre des liquidités à la BCE par exemple et se faire quand même rémunérer, mais pourtant ça a un coût aussi. Donc là aussi, ce qui est important, c'est qu'on se retrouve avec des États qui sont énormément endettés, avec un coût de la dette qui augmente puisque les taux sont en train d'augmenter, et les banques centrales qui jusqu'à présent ces dernières années étaient quand même motrices dans le sens où elles gagnaient énormément d'argent, et cet argent-là venait en surplus un petit peu des budgets. Et bien cette fois-ci c'est terminé. Il y aura des pertes. Alors c'est pas bien grave, hein, ça fera pas faillite et compagnie, hein, une banque centrale ne fait pas faillite, un État ne fait pas faillite à partir du moment où sa dette est libellée dans sa monnaie locale qu'il peut imprimer à foison. C'est juste que c'est bien important de se dire que pour moi, au-delà, aujourd'hui, le marché est en train de valoriser le fait que on va augmenter les taux pendant plus longtemps que ce que l'on croyait jusqu'à maintenant. À un moment donné, le marché reprendra espoir parce qu'il anticipera qu'on n'ira pas au bout. On n'ira pas au bout parce qu'on sera acculé, on sera piégé, parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, pour l'instant, on a énormément d'entreprises et d'États qui ont refinancé des dettes au Covid, donc avec des taux très bas, voire négatifs. Mais à partir de l'année prochaine et surtout de 2024, alors ça peut paraître très loin, ces dettes vont arriver à terme, et il faudra donc faire un rollover de ces dettes. Il faudra les refinancer. Et pour beaucoup d'entreprises et beaucoup d'États, faire des rollovers de dettes à plus 4, avec le niveau d'endettement que l'on a, à plus 4 ou à 5%,
sur du 10 ans, ça sera tout simplement pas possible et on sera pris à la gorge. Donc c'est là aussi, il faut bien comprendre qu'on est dans un cycle où on veut tuer l'inflation, mais quelque part, ça sera intéressant qu'on en garde quand même un peu, du 3-4%, parce que c'est ça qui nous importera un petit peu derrière pour gérer un petit peu notre dette. Ensuite, on veut tuer l'inflation, mais il ne faudra pas trop tuer l'économie non plus. Donc on sera obligé de réagir. Et à partir du moment où on réagira, on se rendra compte que lorsqu'on refera marcher la planche à billets, lorsqu'on réagira justement pour sauver un petit peu l'économie, on se rendra compte que tout d'un coup, l'inflation à 3-4% deviendra une norme acceptable. Et on changera très certainement les objectifs des banques centrales de faire du 2% certainement à faire du 3 ou du 4% en objectif. Donc ça évidemment, je pousse un petit peu le bouchon un petit peu loin, c'est pour l'année prochaine, j'aurai l'occasion de me répéter certainement un nombre inconditionnel de fois, mais c'est bien ce qu'il faut avoir en tête. Maintenant, la problématique pour l'investisseur, évidemment, c'est que ce scénario-là, cette hypothèse de travail-là, elle est assez claire avec les différentes sous-vagues que l'on peut travailler, mais ensuite, c'est le timing là-dedans. Et vous le voyez, le marché est assez erratique, assez volatile, et donc ça nous fait une belle jambe de savoir ça globalement, et il nous manque le timing. Donc ça c'est la tête de gondole, et ensuite il faut rentrer un petit peu plus dans le détail, et rentrer dans le détail pour moi, c'est justement d'un point de vue graphique, pour éviter un petit peu de se faire des nœuds au cerveau et de jouer des scénarios trop en avance. Et parce que trop en avance, c'est comme si on avait tort. Donc, ce qui va nous intéresser en ce moment, je vais passer directement aux 10 ans américains, c'est l'hypothèse de travail que j'avais en disant on va peut-être taper ici un point bas pour stagner, terminé. Hein. Ça, vous voyez, on a cassé par le bas, donc là, on est en mode capitulation également sur notre copain l'obligataire. Ce qui sera très important, c'est de regarder la réaction sur l'obligataire. C'est-à-dire que si à un moment donné, on a un gros retour en force de l'obligataire, alors ça me permettra d'ajuster la figure et d'avoir un peu plus de repères, mais surtout ça voudra dire que le marché commence à avoir un petit peu plus peur de la récession et que donc se couvrir avec du 3,5, 4%, parce qu'on peut prendre des maturités moins longues sur les US, et ben ça commencera à devenir une alternative un peu plus protectrice que garder son portefeuille avec que des actions. Et à partir de ce moment-là, c'est le risque pour les actions également. C'est-à-dire que au-delà du point que je vous ai expliqué de jouer une nouvelle fois l'espoir, il ne faut pas oublier que les résultats d'entreprise vont arriver. Et ça va commencer à coincer, bien entendu. Et il ne faut pas oublier également que les actions sont en compétition avec les obligations. Alors jusqu'à présent, tout le monde s'est pris un tir de la même manière, il n'y a pas eu de jaloux. Voilà, si on a les obligations qui commencent à monter en flèche, il ne faudra pas nécessairement le voir comme un bon point. Dans un premier temps, peut-être oui pour du rebond, mais dans un deuxième temps, ça veut dire qu'il y a des flux qui sortent des actions également pour revenir sur de l'obligataire, pour aller sécuriser du 3 à 4% sur des maturités de 2 à 10 ans. Mais l'idée, hein, c'est bien ça qu'il faut faire, sur lequel il faut faire attention aussi. Donc une question de flux. Donc c'est pas tout rose. Ce qui m'intéresse également, c'est l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, on avait l'hypothèse avec ce bison en se disant si ça casse par le haut, on aura une détente à ce moment-là du marché, ça sera mais poum. Donc évidemment là, tout le monde continue d'aller sur le dollar, on casse par le bas, c'est la capitulation également. Donc la capitulation et le dollar qui part en exponentiel. Donc ça aussi, à un moment donné, je veux dire, l'hypothèse de travail reviendra sur le devant de la scène, mais là aussi, c'est aussi un signal de capitulation du marché sur tout un tas d'éléments. Pour moi, la vraie question qui se posera, alors là, d'avoir des positions US pour l'instant, ben, ça permet un petit peu de garder la tête au-dessus de l'eau parce que même si on ne fait pas beaucoup de gains, en fait, on fait surtout des gains grâce à l'euro qui se casse la figure. La grosse question, alors ce ne sera pas pour tout de suite, ce sera pour plus tard. J'ai fait quelques vidéos en expliquant bien que faut pas se lancer tout de suite, il faudra attendre d'avoir le signal globalement, mais ça restera pour moi l'hypothèse pour 2023. L'idée, voilà, c'est qu'il
faudra se poser des questions, c'est que lorsqu'on aura le retournement, à un moment donné ou à un autre, c'est pas pour tout de suite, on se posera la question de continuer de surpondérer les US pour énormément de gérants, pour des gens comme moi, etc. aussi. Après, moi, je fais assez du court terme, donc c'est moins impactant, mais pour les portefeuilles un peu plus long terme, ça va nécessairement se poser la question, parce que même si vous réussissez à faire 5%, à gagner 5% sur le marché américain, si l'euro arrive à remonter de 5-6%, ben, vous faites zéro. Donc ça se posera la question. Alors ça sera intéressant. L'autre problématique que l'on a évidemment, c'est qu'avec la mobilisation des Russes, on a très certainement remis 100 balles dans le jukebox et on a une guerre très certainement qui va à nouveau stagner et durer. Donc on joue la carte énergétique jusqu'au bout du côté de Poutine, et on verra qui c'est qui craquera en premier. C'est un petit peu le jeu en ce moment. Malheureusement, voilà, ça fait partie également des tensions et qui demeurent. Donc c'est là aussi où c'est très important, c'est que on est dans de la guerre des monnaies, et ce qu'il faut bien intégrer aussi, c'est justement le fait que cette crise énergétique, elle est d'autant plus brûlante dorénavant que le dollar continue sa hausse exponentielle. Donc à partir d'un moment, je veux dire, ça commence à faire mal à tout le monde, que ce soit des pays émergents, que ce soit l'Europe, et ça fait mal aussi, in fine, aux US. Donc les US aussi, pour moi, sont en train de rentrer dans une période où le fait d'avoir un dollar trop fort fait que leur dette également n'est pas nécessairement aussi intéressante qu'avant pour des étrangers, même si on délivre du 4%, etc. Donc il y a un moment donné, il va y avoir une dualité entre, ok, gagner du 4%, mais si jamais je perds également sur la monnaie, donc il y a ça à intégrer. Donc il y a beaucoup d'enjeux qui sont en train de se mettre en place, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment sur des zones de pivot pour moi. Et ça, éventuellement, ça peut casser quelque chose et ça peut nous amener à un signe noir. Et ça, c'est le signe noir qui peut faire capituler le marché. Et pour l'instant, pour moi, on n'a pas une vraie capitulation. Alors sur les petites caps, peut-être un peu plus, mais voilà, on n'a pas pour l'instant des vraies sorties de flux. Alors il y en a, hein, bien entendu, mais c'est pas encore intense. Donc ce qu'il faut se dire, voilà, c'est que ça peut être pire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus potentiellement se lancer un petit peu trop tout de suite sur le marché, et peut-être encore un petit peu patienter, quitte à louper éventuellement un rebond ou deux. Donc ça, pour moi, c'est le point central de la suite. Quand on regarde le Brent, on est en train de casser un petit peu par le bas, parce qu'on est en train de jouer globalement la récession, enfin l'impact de la récession, mais je pars du principe que voilà, je veux dire, on peut aller chercher les 80 $, et pour autant, je veux dire, ça reste une très grosse tendance haussière, donc il n'y a pas de remise en question de cette tendance de fond pour l'instant. Oui, on peut corriger un petit peu plus, mais là aussi, le dollar est ultra important. C'est ça qui va être le nerf de la guerre, et il va falloir soit, on le voit avec la banque japonaise qui a commencé à agir sur le taux d'échange, mais il va falloir aussi que les Américains, pour se sauver eux-mêmes, sauvent également leurs partenaires, et donc eux aussi commencent un petit peu peut-être à mettre en place des choses pour essayer de réguler un petit peu le dollar. Donc au-delà de tout ce qui a été annoncé par la Fed, etc., et de ce que ça veut dire, il faut bien comprendre aussi qu'on est en train de prendre une tangente qui à un moment donné n'est plus viable pour personne, et c'est là justement où on peut avoir des décisions jusqu'à éventuellement bloquer les taux longs, hein. N'oubliez pas que si la Banque centrale a un impact sur les taux courts, elle peut également, par divers mécanismes, commencer à caper les taux longs, parce qu'à un moment donné, si les taux longs continuent d'augmenter, et on peut dire au-delà de 4,5-5%, on est en asphyxie. Déjà là, je dirais, on est en manque d'oxygène, mais au-delà des 5%, on part en asphyxie avec des faillites potentielles. Alors comme je l'ai dit, on a énormément d'entreprises qui avaient profité du Covid pour se refinancer.
Mais on va tendre petit à petit vers les moments où les dettes vont devoir se refinancer à nouveau, et entre du 0% et du 4 ou du 5, ça va coincer. Donc surtout dans un monde en récession, où vous avez les chiffres d'affaires qui baissent, où vous avez vos marges qui baissent si vous n'êtes pas en pricing power et compagnie, donc c'est là où ça va coincer, et pour moi c'est là où les banques centrales réagiront en mode panique dans le sens inverse. Mais comme dit, hein, la problématique, c'est qu'ils réagissent souvent en retard quand même, et potentiellement on aura déjà cassé un truc. Donc voilà, un petit peu où on en est. Il n'y a pas de timing là-dedans, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est d'avoir une vue d'ensemble et de se dire, il va falloir patienter un petit peu. Donc du coup, on regarde un petit peu où on en est sur nos indices. C'est pas Jojo, hein, je veux dire, regardez, le CAC 40 est en train de revenir sur les zones de soutien donc, de la guerre, ensuite de cet été, et on n'a pas réellement de réaction, c'est très petit comme réaction. Donc ça prouve bien qu'on a quand même sapé le moral des troupes, hein. Il n'y a personne qui se lance. On a quand même, là, on perd quand même à peu près 700 points en ligne droite, preuve de la déception. Et où est le support? Ben, où est le support? On sait qu'on a cette zone des 5780, 5750. J'ai les 5730 aussi qui peuvent servir. Et après, on peut faire un joujou. On peut jouer avec différentes gaps et différentes zones, en effet. Est-ce qu'on ira en mode capitulation en une fois? Est-ce qu'on va rebondir un petit peu et tergiverser? Ça, c'est la question. Mais globalement, pour moi, pour un investisseur, ça ne sert à rien de l'anticiper à ce stade. Il n'y a que du rebond technique à jouer. Hein, si je nettoie un petit peu, il n'y a que du rebond technique à jouer pour moi, et ce, tant qu'on ne reviendra pas au-dessus des 6000 points à ce stade. Hein. Donc pour moi, c'est un biais toujours prudent et des allers-retours, tant qu'on ne repassera pas au minimum au-dessus des 6000 points, avec le risque, comme je l'ai dit, même si on fait du rebond, tant qu'on reste sous les 6000 points, le risque c'est de relâcher par le bas et donc de remettre une quiche. Hein. Donc voilà, évidemment, je suis comme tout le monde, j'aimerais bien qu'on s'arrête ici, et limite, on va chercher 5730, 5720, et ça suffit, et on s'arrête et on tente le rebond, mais ce qui sera le plus important, c'est de voir le rebond et sa force. C'est ça qui nous dira un petit peu pour la suite, mais là, je veux dire, ça sert à rien pour moi, je serais tenté de dire que ça y est, c'est le point bas et il faut acheter comme des gorilles. Vous pouvez avoir raison, hein, mais c'est compliqué. C'est compliqué, et c'est pas jouer avec les probabilités de son côté. Donc voilà, cette zone des 5700 jusqu'à 5650, pour moi, c'est une zone d'intervention. Donc j'ai commencé déjà un petit peu à intervenir, mais c'est voilà, des positions que je suis prêt à larguer assez rapidement. Et sinon, je dirais le gros de mon intervention, ça sera cette zone 5666, évidemment, pour juste faire un petit clin d'œil. Mais voilà, c'est ça que je vais regarder. Et donc la semaine prochaine, c'est très important. On n'a pas trop de stats la semaine prochaine, je crois. Le gros des stats, ça sera début octobre. Et puis on va peut-être, comme il n'y a pas de Fed, etc., on va peut-être se reconcentrer sur les résultats d'entreprise, hein, vers mi-octobre, fin octobre, et peut-être que ça ne sera pas Jojo, ça coincera un petit peu. On voit, hein, déjà dans les premiers résultats qui tombent, hein, les boîtes qui n'ont pas de pricing power se font défoncer par l'inflation, et les résultats nets sont réduits comme peau de chagrin. Donc voilà, on est dans un espace très compliqué, et je pars du principe que sous les 6000, pour moi, c'est que du trading. Et on reste très prudent sur la suite en attendant de construire un truc qui nous permettra peut-être d'espérer à nouveau, mais voilà, je suis pas optimiste. Je suis pas optimiste, je ne le suis pas déjà depuis quelques temps. Mais après, voilà, je pars du principe que le pire n'est jamais certain, donc on va faire ça au fur et à mesure. Le Nasdaq, alors ça c'est le composite, mais on va regarder le Nasdaq tout court. Ce qui m'intéresse sur le Nasdaq tout court, c'est, alors là on le voit, on est éventuellement en train de travailler une zone de soutien, c'était la zone de gap. Alors ça peut permettre de faire du rebond technique, etc. Mais là aussi, pour moi, ça sera très compliqué tant qu'on va être sous les 11 008, hein, 11 008, 12 000. C'est que du rebond technique, en attendant de construire quelque chose qui peut nous permettre de maturer. Et le risque, c'est le même que sur le CAC 40, c'est qu'on n'arrive pas à tenir, qu'on lâche un petit peu plus vers la zone des 11 000 points, 11 100, 11 000 points. Mais après, la problématique que j'ai, c'est qu'à force d'avoir testé cette zone-là,
on l'a quand même super fragilisé. Je ne vois pas quels seraient les catalyseurs positifs, mis à part vraiment des stats exécrables début octobre, mais comme on l'a dit, oui, il y aura une rupture à un moment donné, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. L'économie est quand même encore assez robuste, l'inflation sera encore là. Donc oui, l'inflation peut baisser, on sait qu'on a fait certainement le pic, on sait tout ça, mais le fait qu'on commence à valider ça dans les stats suffisamment fortement pour que le marché se remette à espérer que la Fed va dire « Oh mon Dieu, je suis allé trop fort, alors je rabaisse pas les taux tout de suite, mais au lieu de faire du 0,75 en novembre, je vais vous faire du 0,5, etc. » Voilà, et même ça permettrait de rebondir, mais on a tellement cassé là sur ces 2 dernières semaines, limite en mode ligne droite, que pour recouvrir un tant soit peu de confiance, pour moi, ça ne se fera pas du jour au lendemain, et donc c'est pour ça qu'il ne sert à rien, je serais tenté de dire, de se précipiter. Donc ce qu'on joue, pour moi, c'est du trading, rien de plus, et ceux qui ne font pas du trading, voilà, il y a peut-être des niveaux qui sont intéressants pour des premières lignes, mais en aucune manière pour surpondérer les positions encore. À ce stade, je dirais, c'est trop tôt. Ce que j'aimerais voir, c'est au moins les premières réactions. Donc là, c'est un petit peu timide encore, mais peut-être que ça viendra dans un deuxième temps. Mais voilà, le niveau sur lequel je sors un petit peu plus le chéquier, pour moi, ça serait de jouer cette hypothèse ici, là, sur la zone des 10 008 à peu près. Ça serait cette zone-là où je jouerais. Toujours pas avec une grosse confiance, mais pour jouer un décalage de rebond peut-être un peu plus fort. Là, je joue des écarts qui sont un peu plus restreints à ce stade-là. Si on va chercher les 10 008, peut-être que je commencerai à jouer des écarts un peu plus longs. Donc reprendre des positions pour retenter des swings globalement, plutôt que là, juste du trading. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à se dire. C'est un marché qui est bien compliqué, évidemment, c'est baissier, donc voilà, ça sert à rien. Le dollar massacre l'or également. Bon, pas de grosse surprise, hein, je veux dire, il n'y a pas de nouveauté par rapport à la tendance que l'on avait déjà en place. Là aussi, pour moi, ça sera un signal. Le jour où l'or arrive à repasser au-dessus des 1700 et je dirais au-dessus des 1730, ça voudra dire que le marché, alors on aura sur les taux et on aura d'autres indicateurs sur le dollar, etc. Ça veut dire que le marché, voilà, on recommence à se penser que les banques centrales vont moins resserrer et vont commencer un petit peu à être plus accommodantes. Pour l'instant, il n'en est rien. Là aussi, éventuellement, une petite oblique sur les 1630, c'est peut-être un petit peu léger. Bon, il n'y a pas grand-chose à jouer globalement. Je dirais, ouais, il y a une zone 1630-1640 qui peut être intéressante, mais le plus intéressant globalement, c'est pas que les supports tiennent, c'est la force des rebonds et les constructions qu'on va faire derrière. C'est ça qui va vous indiquer plutôt de dire, ok, on peut peut-être reprendre des positions parce qu'on a des repères, on a des rebonds puissants qui montrent que voilà, il y a quand même des flux qui sont là. Donc on n'est pas en capitulation. Et pour l'instant, voilà, je dirais qu'on n'y est pas. Alors sur certains titres, oui, je dirais qu'on lâche, mais j'appellerais pas ça encore une capitulation. Je ne le vois pas encore à ce stade. Le silver, l'argent lâche également aujourd'hui, mais reste quand même en surperformance, je dirais, par rapport au reste, par rapport à l'or. Mais on reste dans cette figure également, là aussi, de construction, donc on attend. On patiente, et là aussi il faudra casser par le haut, et si on casse par le haut, ben non seulement on jouera le déficit évidemment d'offres, puisque l'avantage de l'argent par rapport à l'or, c'est qu'on a aussi la dimension industrielle, et donc la dimension de demande. Mais comme on va défoncer le marché, peut-être qu'on jouera que ça va bien se passer. Mais toujours est-il, voilà, on est dans ces éléments-là. Et les autres éléments, également, c'est matières premières agricoles. Et là, ce que je trouve intéressant, par exemple, sur le blé, c'est que vous le voyez, donc on avait régurgité toute la hausse par rapport à la guerre de l'Ukraine. Là, on est en train de remonter peut-être sur les nouvelles tensions éventuellement sur cette guerre. Là où ça redevient pas jojo, c'est si on arrive à remonter, je dirais, au-dessus de cette zone des 950 000 pour arrondir, et à s'en servir comme support et à relancer. Et là, on reparle inflation durable sur une matière première agricole, et on repart pour un tour. Bon, pour l'instant, c'est du rebond au prorata de la baisse, je dirais, et on a des phases de construction.
Quand on regarde également ce que je trouve intéressant, quand on regarde également le bois, c'est là où ça va être intéressant. Bon, comme vous savez, les Américains construisent pas mal leurs maisons en bois, donc pour le marché immobilier également, ça peut servir comme indicateur. Si vous avez des cassures par le bas ici, donc ça permettra de faire baisser le prix du bois, donc c'est pas mal pour l'inflation, etc. Mais ça validera également qu'on commence à bien attaquer le marché immobilier. N'oubliez jamais que le marché immobilier est bien plus grand que le marché boursier, hein, en termes de pourcentage de PIB. Je dirais que le premier marché qui est asphyxié, c'est le marché immobilier actuellement. Donc pour l'instant, je veux dire, vous avez surtout des baisses des transactions, mais les gens n'ont pas perdu leur emploi, etc. Donc ils ne sont pas poussés à vendre. Donc c'est dans un second temps. Et c'est pour ça que je vous dis que voilà, c'est là où c'est important de bien comprendre que le marché boursier réagit et anticipe bien plus rapidement que la réalité économique des choses qui se mettent en place. Et donc du coup, le marché boursier, très souvent, il a anticipé 2 ou 3 fois le scénario en étant déçu, etc. Ou disant, bah, c'est pas pour tout de suite, donc hop, je revends et puis je le retente plus tard. Alors que c'est pas encore arrivé dans l'économie, hein. C'est pour ça qu'on dit, je sais plus qui c'est qui le disait, je crois que c'était Templeton, ou etc., qu'en gros, le marché boursier, il a joué 5 des 2 dernières récessions, quoi. C'est juste pour dire en gros que le marché boursier dégueule parce qu'il anticipe une récession, de l'inflation, un truc qui va pas bien, mais avant que ça se produise. Okay. Et en gros, en règle générale, quand ça s'est produit, bah, tous les gens qui l'avaient anticipé et qui voulaient pas prendre le risque, ils ont déjà vendu. Donc en fait, en règle générale, quand le risque se matérialise, c'est là où c'est le plus intéressant en bourse, et on se rend compte que c'est le moment en règle générale le point bas, parce que il y a plus de vendeurs, parce que tous les gens qui l'avaient anticipé, globalement, ils ont déjà vendu. Et puis les autres se sont fait emporter également par leur position et ont été obligés de vendre. Donc c'est ça que je trouve le plus intéressant et qu'il faut bien intégrer, c'est-à-dire toujours voilà, d'avoir une vue globale, mais de bien comprendre que le marché, lui, il va anticiper un certain nombre de choses. Et là, ce que l'on a, c'est clairement un marché qui lâche globalement parce que on n'a plus envie. De toute façon, vous le ressentez vous-même. Moi, je l'ai ressenti cette semaine également. J'ai pas eu envie d'acheter. Alors, j'ai joué quelques petits trucs, etc. Mais c'est vraiment avec zéro conviction. Et ça, on le ressent. Et vous arrivez à le ressentir. Et donc, dites-vous bien qu'en gros, c'est autant d'acheteurs qui ne sont pas sur le marché, et donc du coup les vendeurs arrivent à creuser les carnets d'ordre beaucoup plus facilement, et c'est pour ça qu'on lâche beaucoup plus facilement. On peut regarder quelques actions rapidement, mais voilà, enfin, j'ai pas changé la liste, mais vous avez bien entendu tout qui casse par le bas. Donc il n'y a pas grand-chose à faire, je veux dire. Ce qui était important là, c'est d'avoir les plans, tant pis, prendre une perte éventuellement, etc. Mais sauvegarder au maximum de capital et patienter. Attendre. Ne pas acheter le premier support venu, patienter ce qu'on a, parce que on retourne pas mal le marché. Pour Air Liquide, voilà, c'est même chose. On avait parlé de cette zone de support des 122, elle a été travaillée ici, mais elle a permis du rebond, mais pouf, tout de suite vous recassez par le bas. Bref, c'est pas encore le bon niveau. Alors là, on avait vu, vous voyez, pas mal de volume qui avait été échangé. On voit que c'est pas mal travaillé, cette zone des 115. Tiendra pas, ça peut tenir pour permettre du rebond, mais même chose, je veux dire, tant que vous n'avez pas plus que du rebond qui nous permet de construire, c'est compliqué, c'est très compliqué. Les valeurs chinoises également comme Alibaba, on avait une bonne tenue jusqu'à présent, on casse par le bas. Donc le mieux que vous pouvez jouer, c'est éventuellement à un moment donné, on a du rebond technique qui nous permet de revenir peu ou prou sur la zone de cassure. Mais pour jouer des trucs comme ça, faut sacrément avoir des coronesses, et pour moi, non, c'est trop tôt, là. L'idée que j'ai, c'est si j'ai le rebond, c'est je vends. Je vends ce que j'ai pas réussi à vendre au préalable, et j'attends. Alors si ça fait ça, tant mieux. J'aurai à un moment donné une consolidation pour reprendre la position. Hein, n'oubliez jamais que c'est pas grave si vous avez vendu, vous pouvez reprendre la position plus tard. Mais c'est important de mettre un petit peu les probabilités de son côté, parce que sinon, là, ça va devenir très compliqué si on commence à lâcher les plus bas de cet été et de mars globalement. Ça va commencer à devenir compliqué parce que vous n'avez plus vraiment de repères. Alors chacun va espérer en sortant une oblique, un truc, un machin, on peut toujours trouver un support quelque part. Mais pendant ce temps-là, votre position, elle commence à prendre cher. Et derrière, la problématique, c'est que quand ça rebondira, ça sera compliqué de vous récupérer des pertes, mais ça sera compliqué de récupérer pleinement.
et où ça vous prendra beaucoup de temps. Donc c'est ça pour moi qui est le plus important, c'est bien de se dire que oui, ça peut rebondir. Et pour moi, je partirais du principe que c'est du rebond technique et que c'est du rebond technique qui permet de sortir un petit peu des positions jusqu'à preuve du contraire. Et à la limite, se repositionner plus tard, etc. Mais voilà. Bon, je vais pas toutes les faire, mais après, il y avait pas mal de petites capes aussi. Avenir Télécom qui a fait une tangente. Là, regardez, Amundi, je veux dire, il n'y a pas de. Si je nettoie un petit peu mes petits gribouillis préalables, enfin, vous voyez la force du machin. Donc, je veux dire, voilà, ça c'est un signe. À un moment donné, vous pouvez avoir un rebond, oui. Vous pouvez grappiller 3-4%, mais ça va être très, très, très compliqué dorénavant, hein. On le voit là, il faut pas. Ça mettra soit beaucoup de temps à construire des choses à nouveau intéressantes, soit c'est pas fini, hein, derrière. Donc c'est là où je pense, il faut rester très prudent, très humble devant ce marché et attendre que le marché nous dise un petit peu ce qu'il en veut. La problématique que j'ai aussi, c'est sur les généraux. Je vous dis toujours, les généraux sont les derniers à se faire casser. Pourquoi? Parce que tout le monde a les mêmes positions, tout le monde est dedans, c'est le flight to quality, mais à un moment donné, en fait, ça veut dire que si tout le monde a un petit peu les mêmes positions, c'est que tout le monde va vouloir sortir un petit peu en même temps, et c'est là où les généraux peuvent être les derniers, en effet, à casser, mais ils peuvent accélérer le mouvement. Et donc là, quand vous regardez Apple qui pèse 12-13% du Nasdaq, la problématique, c'est que si Apple finit par lâcher, éventuellement on peut revenir, on voit, vers cette zone des 140 à 130, alors peut-être pas d'un coup, avec des zigzags, ce que vous voulez, mais c'est quand même pas une tendance très nette, et ça va vous impacter le Nasdaq. Donc ne sous-estimez pas ça à ce stade-là. C'est là pour moi où c'est un petit peu compliqué. Quand on parle des Atos, Ubisoft et compagnie, c'est des valeurs qui étaient baissières déjà depuis très longtemps, et on le voit, là c'est la capitulation par contre. Là, alors c'est peut-être pas fini, hein, la capitulation peut durer plus de temps, mais là on voit qu'il n'y a plus d'acheteurs, hein. Donc les mecs ont lâché, jeté l'éponge, jeté le bébé avec l'eau du bain, la baignoire, ils ont tout balancé par la fenêtre. Et là, c'est très difficile d'avoir des repères. Alors certes, on peut toujours trouver une oblique, un support, et on se dire oui, ça va tenir, mais si ça lâche, derrière, voilà, vous devez avoir la présence d'esprit c'est votre plan, vous lâchez la position. Sinon, là, ça peut descendre bien plus qu'on le croit, c'est ça la complexité. Donc là, évidemment, voilà, on a pas mal de tirs. On a LVMH, pour nous, c'est la même que Apple, même chose, hein. On en avait parlé déjà ces précédentes semaines, je vous avais dit c'est quand même faiblard. Et le jour où ça lâche, bon, le CAC 40 sera emporté, et donc il va lâcher également. Donc là aussi, voilà, on n'est pas à l'abri de faire le petit rebond lundi qui va bien, en effet, la semaine prochaine, pour dire ouf, on se soulage. Mais ne sous-estimez pas que tout rebond, pour l'instant, c'est du pullback sur cassure de support, qui devient éventuellement résistance, et je ne pense pas qu'on réintégrera. Je n'en vois pas les catalyseurs. Je veux rester le plus objectif possible. Pour moi, on ne réintégrera pas, et le risque, c'est de relancer derrière, et il y a de la marge. Donc voilà, pour moi, je laisse de côté, ça me plaît pas, et mis à part, voilà, c'est que du trading de court terme, mais je ne reprends pas des positions longues à ce stade-là, parce que c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Voilà, et on voit tout qui va taper assez rapidement. C'est pareil, vous avez du RME et compagnie, bon, on va peut-être revenir sur une zone de support qui peut permettre le rebond, mais le jour où vous faites craquer ça, bon, vous pouvez descendre assez rapidement sur la prochaine zone, la zone des 66. Donc voilà, sous-estimez pas le déclencheur, on n'est pas à l'abri que voilà, ça lâche de plus en plus parce qu'on a plus d'acheteurs. Et là, les carnets se trouent, et ça peut descendre bien plus que vous ne le pensez, et bien plus que le marché vous a habitué ces 2 dernières années. Donc voilà, évidemment, on verra, si jamais ça fait du rebond, ça construit un petit peu mieux, je reviendrai en vous disant ça va un petit peu mieux, etc. On peut retenter des choses, mais pour l'instant, pour moi, c'est avant tout de la protection, parce que voilà, il y a quelques valeurs encore qui sortent un petit peu du lot, mais sur l'ensemble, même chose sur les trucs endettés, hein. Alors ça a beau être vert, et on sait que tout le monde va investir, les pays vont faire des plans, des trucs, des machins pour investir dans le vert. Voilà, on n'omet pas que c'est très endetté.
les taux sont en train de monter, c'est une question de flux. Et à un moment donné ou à un autre, voilà, c'est impacté. Et vous le voyez, ça ne le fait pas à moitié. Alors là aussi, vous revenez sur des supports, ça peut tenter des rebonds, mais autre que des rebonds techniques, on est en train de dégrader toutes les tendances. Donc c'est pas top du tout. Même chose sur pas mal de valeurs de croissance, hein. Évidemment, le CPI et la Fed ont mis le coup de grâce, mais vous voyez, c'est surtout le CPI qui avait déclenché les affaires. C'est-à-dire qu'on avait bien amélioré la chose sur les valeurs de croissance, puis on finit par casser par le bas, et voilà, même chose, on peut toujours faire du rebond, on pouvait aller gratter 5-6% peut-être, en effet. Mais pour moi, là, on a cassé la dynamique, et il faut attendre peut-être de revenir sur les 280, etc. C'est en attendant que du rebond technique, en attendant d'avoir des nouvelles constructions qui peuvent redevenir intéressantes. Voilà, et même l'armement qui a un petit peu remonté sur la nouvelle menace, vous le voyez, n'a pas été capable de reprendre la tendance. Donc on a fait du rebond, en fait, ça a permis de faire du rebond sur le support, mais là, poum, vous le recassez. Donc c'est pas top du tout, et même l'armement, donc vous voyez, bah, c'est pas du tout défensif. En fait, il n'y a pas de grosse défense actuellement, et vous n'avez pas vraiment de grosse protection, si ce n'est l'obligataire. Donc là aussi, il ne faut pas omettre que le marché va chercher peut-être un petit peu de l'obligataire, et ça fait des flux en moins pour le marché, qui lâche un petit peu plus facilement du coup. N'omettez pas également que le marché était pas mal soutenu jusqu'à présent par des rachats d'actions. Pas mal d'entreprises avaient profité de leurs résultats 2021 pour faire du rachat d'actions, et ils continuent à faire du rachat d'actions. En octobre, quand on va être proche d'annoncer les résultats, ces rachats d'actions sont mis en suspension. Donc c'est un soutien en moins. Donc là aussi, voilà, je ne sais pas comment les choses vont tourner, mais ce que je sais, c'est que tout rebond doit être interprété comme rebond technique jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, dorénavant. On va avoir de la volatilité, on va continuer d'avoir de la volatilité. Il faut être clairement beaucoup plus prudent, et de toute manière ne pas se précipiter. Vous loupez le rebond, vous loupez le rebond, même si c'est un gros rebond sur une news, etc., ce que l'on veut, il y aura toujours une consolidation et une construction qui permettra de rentrer avec des probabilités en sa faveur. Là ou sinon, c'est le jeu des devinettes, et à ce jeu-là, en règle générale, pour une fois où on gagne, on perd 9 fois. Donc, sauvegarde du capital, c'est toujours le leitmotiv. Pour des personnes qui sont court terme, casquette trader, un petit peu comme moi, voilà, on fait des allers-retours, etc. Mais n'omettez pas également de profiter de ce temps-là pour reposer. Alors bien sûr, vous pouvez vendre à découvert, ce genre de choses-là, mais sur cette vidéo-là, j'en parle pas parce que c'est plus grand public, etc. Ça va parler à moins de gens, etc. Et je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Mais voilà, même chose sur ces niveaux-là. Il faut partir du principe que dans des marchés comme ça, les rebonds sont vendus. C'est à la fois vendu par les vendeurs à découvert qui veulent profiter d'un rebond pour augmenter leur position ou y rentrer. Et c'est également vendu par les acheteurs qui profitent de la manne, soit parce qu'ils ont fait du rebond technique et donc grappillé 2%, soit parce qu'ils sont pris une tôle et ils profitent du rebond un petit peu pour un petit peu moins perdre. Ça sera potentiellement mon leitmotiv la semaine prochaine, si on fait un petit peu de rebond sur les positions que j'ai pas eu le temps nécessairement de larguer, et qui ont dégradé graphiquement également plutôt pas mal. Et voilà. Et comme je vous l'ai dit, faites très attention sur les petites caps. Normalement, j'arrive un peu tard à vous dire ça parce que la plupart ont pas mal dégazé, mais bon, je l'avais dit aussi avant. Faites très attention parce que les carnets d'ordre sont d'autant plus vides là-dessus, hein. Et du coup, même si vous avez l'impression que ça tient, il suffit d'une journée et de quelques gros ordres et vous tapez du moins 10, moins 15% très, très rapidement aussi. Donc faites attention à vos tailles de position, c'est primordial actuellement pour éviter de se faire piéger. Je vous souhaite, tant bien que mal, un excellent week-end. On se retrouve lundi également pour continuer de parler sur graphcobourse.fr de la suite. Je continuerai à publier mes chroniques et à pas vous laisser tomber. Et on va un petit peu au gré, séance après séance. C'est là où on va forger un petit peu plus l'opinion pour la suite. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai un biais où c'est du rebond technique à ce stade-là. Pour moi,
Les US peuvent aller chercher encore un petit peu plus bas. Et donc du coup, voilà, je reste quand même un petit peu prudent à ne pas, à garder quand même une bonne poche de cash et des stops plutôt courts sur les trucs que je décide de jouer. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes et à lundi. Salut!